Notre voyage aérien au Royaume-Uni débutera dans la forêt d'Epping. De là, nous prendrons la direction du nord-est et survolerons plusieurs propriétés somptueuses, dont la tour de Layer Marney. En route vers l'East Anglie, nous découvrirons les villes médiévales de Long Melford et de Lavenham, qui se sont enrichies grâce au commerce de la laine. Au cœur du comté de Norfolk se dresse la ville de Norwich et sa très belle cathédrale normande. Sur la côte est, nous visiterons l'une des célèbres stations balnéaires du pays, Great Yarmouth, avec son front de mer et ses attractions touristiques. C'est également en Est-Anglie que se trouve le parc national des Broads, où la navigation de plaisance est pratiquée depuis plus d'un siècle. Nous terminerons notre voyage par l'une des plus belles demeures du pays, Bleakling Hall, qui évoque l'histoire tragique d'Anne Boleyn, deuxième femme d'Henri VIII et mère d'Élisabeth Ier. La forêt ancestrale d'Epping, au nord-est de Londres, est un ancien domaine royal. Pendant longtemps, seuls les membres de la famille royale sont autorisés à chasser dans cette forêt. Mais les habitants de la région peuvent y élever du bétail, cueillir des baies et ramasser du bois. Le braconnage est sévèrement puni, souvent par la mort ou la mutilation. Au fil des siècles, le domaine forestier se réduit de plus en plus pour laisser place à des terres agricoles. En 1878, un texte est voté au Parlement britannique. Il protège les hectares restants du déboisement et des constructions sauvages. 4 ans plus tard, la reine Victoria fait don de la forêt à ses sujets. Elle souhaite que son peuple puisse en toute saison profiter des bienfaits et richesses de ce magnifique domaine forestier, rapidement surnommé la forêt du peuple. À l'époque Tudor, Henri VIII et plus tard sa fille, la reine Élisabeth Ier, ont probablement chassé dans la forêt d'Epping. En effet, Henri VIII fait construire, en 1543, un bâtiment d'où il peut assister à la chasse à courre. Il est presque entièrement reconstruit en 1589 pour la reine Élisabeth Ier. Aujourd'hui, il porte le nom de pavillon de chasse de la reine Élisabeth et il est ouvert au public. À quelques kilomètres au nord-est de la forêt d'Epping se dresse Ingestone Hall, un somptueux manoir en briques rouges agrémenté de nombreuses dépendances. Sir William Peter, secrétaire d'État de 4 monarques de la dynastie Tudor, fait construire cette propriété sur ses terres de l'Essex. En guise de faveur, la reine Élisabeth Ier passe plusieurs nuits au manoir lors de son voyage royal en 1561. Le domaine se dresse au cœur de la campagne, à 8 km du village d'Ingestone. Son architecture Tudor d'origine est presque intacte, avec ses fenêtres à meneaux, ses hautes cheminées et ses pignons à gradins. Le manoir est entouré de 4 hectares de jardins clos. Ingestone Hall appartient à la famille Peter depuis maintenant 15 générations. La propriété se visite pendant les mois d'été. Highlands House se dresse non loin de Chelmsford, la capitale du comté d'Essex. En 200 ans, la maison a connu une succession de propriétaires hauts en couleur, qui l'ont tous modifiée et améliorée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la dernière propriétaire en date, Madame Hanbury, y réside seule. Sa maison est réquisitionnée par le SAS, une unité spéciale de l'armée britannique qui en fait son quartier général. Madame Hanbury décède en 1962. La propriété est alors rachetée par les autorités locales qui entreprennent un programme de rénovation de grande ampleur, à la fois de la maison et du parc paysager. Chaque année, au mois d'août, les jardins sont envahis par plusieurs milliers de personnes venues assister au V-Festival, un festival de musique rock. La manifestation offre au domaine une seconde jeunesse. L'East Anglie est une région riche en sites historiques. La tour de Layer Marney en fait partie. Ce corps de garde Tudor est l'un des plus beaux et des plus hauts du genre. Le manoir censé jouxter la tour n'a jamais été construit.
Lord Marney commande l'édification de sa nouvelle demeure vers 1520, en commençant par la tour, mais il meurt peu de temps après le début des travaux. Son fils hérite du domaine, puis décède à son tour un an plus tard. Sans héritier pour reprendre le flambeau, le chantier est interrompu après l'édification de la tour et de 2 ailes. Le corps de garde est un très bel exemple d'architecture Renaissance. L'architecte italien du roi Henri VIII, Girolamo de Travisi, aurait dessiné la tour de briques rouges. Elle se dresse à 25 mètres de haut et elle est ornée de remarquables motifs en terre cuite. Au XXe siècle, des travaux de rénovation sont mis en œuvre pour rendre à l'Ayer Marney sa splendeur d'antan. John Constable est l'un des plus grands peintres de l'histoire anglaise. Il a grandi ici à la fin du XVIIIe siècle, à Flatford Mill, un moulin qui appartenait à son père. L'un de ses tableaux les plus célèbres, la charrette de foin, représente le cottage de Willie Lott. En 1926, ce cottage, tout comme le moulin, sont presque en ruine quand un philanthrope de la région les rachète et entreprend les premiers travaux de réfection. À sa mort en 1943, il cède les 2 propriétés au National Trust, l'association des monuments historiques, afin qu'ils poursuivent la rénovation des bâtiments. Le moulin est désormais loué par une association caritative qui propose des cours de peinture et des séjours axés sur l'observation de la nature, à l'image de John Constable. De nombreux tableaux de l'artiste ont été peints dans cette région qui borde la rivière, surnommée désormais le pays de Constable. Voici le château de Endingham, construit entre la fin du XIe siècle et le début du XIIe siècle, sur les ruines d'un château en bois. Son donjon, un peu plus tardif, s'élève à 21 mètres de hauteur. Il a été construit comme tour défensive, mais aussi comme symbole du pouvoir d'Aubrey de Vere, alors comte d'Oxford et propriétaire du domaine. 2 des 4 tours d'angle d'origine ont disparu. Elles ont sans doute été démolies pour réutiliser leurs pierres, et non à l'occasion d'une offensive militaire. Initialement, le château était cerné par un mur rideau en pierre, mais il n'en reste aucune trace. Il aurait été détruit au début du XVIIe siècle, quand le monument est tombé en ruine. En 1713, le château est racheté par Sir William Ashurst, l'ancien maire de Londres. Il fait dessiner des jardins paysagers, ainsi qu'une belle demeure de campagne à proximité. Aujourd'hui, elle est habitée par les descendants d'Aubrey de Vere, qui a fait construire le château 9 siècles plus tôt. Dès le Moyen-Âge et pendant la Renaissance, la laine devient une marchandise très prisée. Certaines régions d'Angleterre, et notamment l'Est Anglie, s'enrichissent considérablement grâce à son commerce, comme en témoignent les demeures des marchands tels que Melford Hall. La maison a été construite au XVIe siècle, selon un plan symétrique, chaque partie étant la parfaite image en miroir de l'autre. Ce style reflète la volonté des propriétaires de faire régner l'ordre et l'harmonie au sein de leur vie, comme de leur maison. La demeure est en briques, un matériau en vogue à l'époque Tudor. Bien qu'elle ne soit pas fortifiée, elle est cernée de petites tours qui évoquent une nostalgie des châteaux anciens. Cette architecture a tellement plu qu'une autre maison de style similaire se dresse dans le même village, le manoir de Cantwell. Ici, des douves d'ornement cernent la maison, qui possède les mêmes tourelles que Melford Hall. Les revenus de la laine ont également permis de construire des églises. Celle de Long Melford est considérée comme la plus belle de l'Est anglais. À l'époque de sa construction, elle était sans doute totalement démesurée par rapport aux besoins d'un petit village. Des preuves de cette ancienne opulence sont aussi visibles à 5 km de là, à Lavenham. Voici l'une des plus grandes églises paroissiales d'Angleterre. Son clocher monumental est orné de silex coupés et incrusté dans la pierre de taille. L'église a été financée en grande partie par 2 familles fortunées au XVe siècle. À l'époque médiévale,
Lavenham est le 14e village le plus riche d'Angleterre. Il doit sa fortune exclusivement à la laine qui se vend ici au Lavenham Wool Hall. À la fin du XVe siècle, le village paye davantage d'impôts que des villes beaucoup plus importantes comme York ou Lincoln. Mais cette opulence ne dure pas longtemps. En 100 ans, des tissages moins coûteux importés du continent font perdre à Lavenham sa réputation. Les siècles suivants, le village sombre dans l'oubli et reste comme figé dans le temps. Son état de préservation exceptionnel en fait une grande attraction touristique aujourd'hui pour ses nombreux monuments de style médiéval et Tudor. Une autre attraction du Suffolk se dresse au-dessus de ces arbres, Eckworth House. Cette étonnante construction, surmontée d'une immense rotonde, a été édifiée à partir de 1795, à la demande du 4e comte de Bristol, un homme aussi riche qu'excentrique. L'imposante pièce maîtresse serait davantage à sa place à Rome que dans le Suffolk. Elle est d'ailleurs l'œuvre d'un architecte italien. Le bâtiment n'a pas été conçu pour être habité. Il devait accueillir une galerie pour exposer l'art et le mobilier du comte. Malheureusement, une grande partie de sa collection a été saisie par les troupes napoléoniennes en 1798 et il a passé le reste de sa vie à tenter, en vain, de la récupérer. Cette maison est à l'image de la folie des grandeurs de cet homme fortuné. Même son épouse considérait Eckworth House comme une pure extravagance. Non loin de là, voici Bury St Edmunds. Son histoire remonte aux Saxons, dont c'était l'une des villes royales au IXe siècle. Elle est construite telle une cité romaine sur le modèle d'un plan quadrillé, toujours visible aujourd'hui. C'est l'abbé de Bury St Edmunds qui fait construire la ville en 1080, peu de temps après la conquête normande en 1066. Les reliques du roi martyr Edmond d'Est Anglie, tué au combat contre les Vikings, ont longtemps reposé dans l'ancienne abbaye désormais en ruine. Le nom de Bury est à rapprocher des mots anciens comme burg ou borg, qui signifient forteresse ou château. L'abbaye est associée à un chapitre important de l'histoire anglaise. En 1214, les barons d'Angleterre se seraient retrouvés dans cette église médiévale et auraient juré de contraindre le roi Jean sans Terre à signer la Charte des libertés. L'année suivante, la Magna Carta sera acceptée par le roi, contraint et forcé, près de Windsor. Il reste aujourd'hui peu de choses de l'Angleterre anglo-saxonne, hormis quelques églises en pierre très simples. Les autres bâtiments en bois n'ont pas survécu à l'usure du temps. Le village anglo-saxon de West Stow est une reconstitution d'un village du VIe siècle. Les premières fouilles archéologiques réalisées sur ce site ont lieu en 1849, lorsqu'un cimetière anglo-saxon est découvert par hasard dans la lande voisine. En 1947, les limites de l'ancien village sont exhumées. Après des fouilles approfondies, la décision est prise en 1974 de reconstruire entièrement le village dans le cadre d'un projet archéologique expérimental qui se poursuit depuis ce jour. En 1999, le site est ouvert au public. Il offre aux visiteurs un aperçu de la vie à l'époque des Saxons. Norwich est la capitale du comté de Norfolk. Au XIe siècle, c'était la plus grande ville d'Angleterre après Londres, ainsi que l'une des plus influentes du royaume. Au Moyen-Âge, Norwich tisse des liens commerciaux avec d'autres pays d'Europe. Ses marchés s'étendent jusqu'à la Scandinavie et l'Espagne. Le château de Norwich est construit juste après la conquête normande, en lieu et place d'un ensemble de maisons saxonnes. Autour du château, les Normands fondent un nouveau village, avec notamment une grande place du marché encore utilisée aujourd'hui, 900 ans plus tard. En 1096, l'évêque de Thetford initie la construction de la cathédrale.
Le premier matériau utilisé est le calcaire, importé de Caen, en Normandie. Pour le transporter jusqu'au site, un canal est creusé en dérivation de la rivière. Une fois la construction achevée, l'évêque installe son siège épiscopal dans la nouvelle cathédrale. En 1272, elle est gravement endommagée par des émeutes dans la ville. En 1362, la flèche s'effondre et provoque de sérieux dégâts. Et un siècle plus tard, la foudre déclenche un incendie qui ravage la nef. La nouvelle flèche de 96 mètres est la deuxième plus haute du pays après celle de la cathédrale de Salisbury. Le bâtiment conserve en grande partie son architecture normande et reste un lieu de culte. Le château est transformé en prison au XIIIe siècle, ce qu'il reste jusqu'en 1887, quand il est racheté par la municipalité et reconverti en musée. En 1845, la voie ferrée arrive à Norwich. C'est à cette occasion qu'est construite la grande gare victorienne. Jusqu'à l'avènement du chemin de fer, il était plus rapide de relier Norwich et Amsterdam par bateau que de rejoindre Londres par la route. Les Romains ont aussi occupé l'East Anglie. Près du village de Burgh Castle se trouve le site d'un de leurs nombreux forts. Il a été construit vers le IVe siècle pour accueillir la cavalerie et défendre la région contre les Saxons qui remontaient les fleuves et les rivières de la côte Est. Le fort est délimité par un grand rectangle de pierre, dont 3 des immenses murs d'enceinte sont encore debout. Le 4e s'est effondré dans un estuaire, devenu depuis un marais. Les tours extérieures permettaient aux soldats romains de défendre les remparts et étaient idéales pour positionner des sortes de catapultes, les balistes. Le fort a accueilli jusqu'à 500 cavaliers. Étrangement, aucune voie romaine reliant le fort au reste du réseau militaire n'a été découverte. Il est très possible que l'approvisionnement se soit fait par la mer. Voici le fleuve Yare, qui s'écoule de Norwich vers la côte. Au bord de l'eau, à Reedham, se dressent plusieurs moulins à vent. Celui de Burney Arms a été érigé en 1865 pour moudre un constituant du ciment, le clinker. Les matériaux étaient acheminés par bateau. Quand la production a cessé, il a été transformé en moulin de polder afin de drainer les marais environnants. Aujourd'hui, il est rénové et ouvert au public. Non loin de là se dresse le moulin de Polkey, construit pour le drainage à la fin du XIXe siècle. Rénové en 2002, il est géré par l'Association des moulins historiques du Norfolk. Le fleuve Yare descend vers la côte avant de se jeter dans la mer du Nord, à Great Yarmouth. Pendant des siècles, la ville est un port important, qui vit essentiellement de la pêche au hareng. Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'industrie connaît un déclin brutal. Elle a aujourd'hui totalement disparu. Great Yarmouth est également une station balnéaire depuis 1760. Elle n'a cessé de s'étendre et de gagner en popularité ces 2 derniers siècles. Le front de mer, surnommé le Golden Mile, attire des millions de visiteurs chaque année. Ils viennent profiter des grandes plages de sable, des 2 immenses jetées, ainsi que des nombreuses attractions et salles de jeux. David Copperfield, le roman de Charles Dickens, se situe en partie à Great Yarmouth. L'écrivain aimait beaucoup cette ville. Il a séjourné au Royal Hotel pendant qu'il écrivait ce roman, l'un de ses plus célèbres. Du front de mer, on peut apercevoir le parc éolien de Scrobby Sands, l'une des premières installations en mer du Royaume-Uni. Opérationnel depuis 2004, il a une capacité de 60 MW, de quoi alimenter en électricité 41 000 foyers. La centrale compte 30 éoliennes installées par 15 mètres de fond. Chaque turbine possède 3 pales de 40 mètres qui tournent sur un axe central situé à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Les mâts en acier sont enfoncés sur 30 mètres dans le fond océanique pour assurer une parfaite stabilité. Le vent est également l'énergie motrice des centaines de bateaux qui voguent sur les cours d'eau du parc national des Broads, dans le Norfolk. La navigation de plaisance est très pratiquée dans ce parc depuis plus d'un siècle. L'un des bateaux les plus répandus sur la rivière est le Norfolk Wherry, un bateau à fond plat. Celui-ci, baptisé l'Albion, est à l'origine un navire de commerce construit en 1898. Il est entièrement rénové en 1949 et c'est aujourd'hui l'un des derniers bateaux restants conçus pour naviguer dans le parc des Broads. Pendant les étés de la période édouardienne, au début du XXe siècle, les skippers emmènent les vacanciers en croisière pour arrondir leur fin de mois. L'un des lieux de villégiature les plus fréquentés du parc est Horning. À le voir aujourd'hui, il est difficile d'imaginer que le village remonte à l'an 1020, quand le roi Newt le Grand fait don de son manoir à l'abbaye de la région. Horning s'étend sur les rives de la Bure, et c'est l'endroit rêvé pour louer une péniche ou une maison au bord de l'eau. Horning a la réputation d'être le plus joli village des Broads. L'architecture de certaines maisons est certes très originale. Aujourd'hui, ces propriétés se vendent à prix d'or. Le vaste réseau de rivières et de lacs navigables qui constitue les Broads s'étend à travers le Norfolk et le Suffolk. Il a été formé par l'inondation de tourbières. La région possède le statut de parc national depuis janvier 2015. Les Broads comptent 7 rivières et 63 lacs, presque tous de moins de 4 mètres de profondeur. Celui-ci, le lac de Hickling, est le plus étendu. C'est un havre de paix pour la faune du parc et l'endroit idéal pour faire de la voile. Au nord du lac, le village de Hickling Stays permet aux plaisanciers de faire escale. Horseymeer est l'un des lacs les plus au nord du parc. Il prend fin au pied du moulin de Horsey. Ce moulin de polder est construit en 1912 sur les fondations d'un moulin plus ancien. Il reste en fonctionnement jusqu'en 1943, quand il est gravement endommagé par la foudre. Désormais restauré, il marque la fin de la voie d'eau navigable. L'une des plus belles demeures historiques d'Angleterre se dresse non loin de là. C'est sans doute ici qu'est née Anne Boleyn. Deuxième femme d'Henri VIII et mère d'Élisabeth Ier, elle est accusée d'adultère et d'inceste et exécutée en 1536. Voici Blickling Hall. La demeure actuelle date de 1616 et remplace presque intégralement la précédente. Elle est construite dans le style jacobin, en référence au nom latin du roi Jacques Ier qui régnait sur l'Angleterre à l'époque. De magnifiques jardins à l'anglaise entouraient autrefois la maison. Ils ont été en partie sacrifiés pour faire place à un parc paysager. Pour de nombreux visiteurs, le lieu est surtout associé au sinistre destin d'Anne Boleyn. Sa fin tragique a même donné lieu à une histoire de fantôme. Chaque année, à la date anniversaire de l'exécution d'Anne Boleyn, un spectre sans tête arriverait à Blickling Hall à bord d'une voiture, elle-même conduite par un cocher décapité. Le fantôme de l'ancienne épouse du roi porterait sa tête sous le bras lors de ses apparitions. Une légende bien macabre pour un lieu aussi féerique.